Écrivain, scénariste, producteur et réalisateur, l'homme que nous recevons ce soir a plus d'un tour dans son sac. Après avoir travaillé sur des plateaux de cinéma, tant aux États-Unis qu'en Grande-Bretagne, notamment d'ailleurs comme pyrotechnicien, il a réalisé plusieurs films publicitaires, des bandes annonces et même des documentaires. Et quand il n'écrit pas de scénario, c'est à ses romans qu'il s'attelle et il s'est illustré dans des genres très variés qui vont du thriller à la comédie. J'ai le grand plaisir de recevoir ce soir Gilles Le Gardinier. Bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir sur ce plateau et ce soir, on va parler de votre dernier né qui s'intitule « J'ai encore menti ». Alors, dans ce livre absolument savoureux, vous mettez en scène une jeune femme qui devient amnésique après un choc et elle fait beaucoup rire son entourage, d'ailleurs, avec des répliques assez inattendues, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'il y a eu un catalyseur qui vous a donné envie de vous atteler à cette histoire ? Plus qu'un catalyseur, c'est un étonnement par rapport à l'époque. C'est-à-dire on est dans des vies assez prenantes où en fait on nous présente des tas de passages obligés, des choses qu'on doit faire, qu'on doit penser même. Et l'idée c'était qu'est-ce qui se passerait si on revenait froidement, vierge, réinitialisé face à tout ce qui fait notre quotidien, dans nos vies à tous. De reformater le disque dur. Exactement. Si on découvrait qui sont nos parents pour la première fois, qui sont nos collègues pour la première fois, ce que c'est que le travail, ce que c'est que l'amour, ce que c'est que les bonbons, ce que c'est que... De regarder le monde avec un regard d'enfant, finalement. Pas d'enfant, parce qu'elle a son caractère, oui. Elle a, un enfant découvre pour la première fois, donc en fait il est dans une situation de réception, alors que Laura est dans une situation où elle a son instinct, c'est une adulte, ses mécanismes réactifs sont déjà formés et avérés, donc elle est vierge du monde, mais capable de réagir face à lui. Et cette spontanéité très anticonformiste, finalement, c'est quelque chose qui vous séduit ? Ah oui, c'est quelque chose que je cultive. Enfin, j'essaye. Il faut garder du recul sur les choses pour les apprécier, pour les remettre à leur juste place. Et puis oui, pour garder une fraîcheur par rapport à la vie, pas s'habituer à ce qu'il y a de bien et surtout pas à ce qu'il y a de pas bien. Alors, Laura, vous avez cité son nom, c'est donc votre héroïne, c'est une femme. Ça a été difficile de se mettre dans la peau d'une femme ? Non, du tout. Mais non. D'abord, alors on l'oublie un peu en littérature française, mais le job d'un écrivain, c'est de se mettre dans la peau d'un personnage qui n'est pas. Et c'est une question qu'on me pose souvent. Mes camarades qui écrivent des histoires de tueurs psychopathes, cannibales, on ne leur pose pas la question. On ne leur pose jamais la question. Alors, est-ce qu'il serait plus difficile de se mettre dans la peau d'une femme que dans la peau d'un tueur psychopathe cannibale ? Pour ma part, c'est ce que je dis aussi dans le livre, je sais qui je préfère étudier de près et de qui je préfère apprendre. Quelle part de vous y a-t-il en elle ? L'esprit, la réactivité, l'étonnement, l'envie d'aimer. Je ne crois pas que les hommes et les femmes soient si différents que ça sur le fond. Le besoin d'y croire, le besoin d'espoir, le besoin d'aimer, presque plus que le besoin d'être aimé, le besoin de ne pas être trahi, de s'élever. Je crois que c'est quelque chose d'assez universel et en tous les cas très partagé entre les hommes et les femmes. On ne s'intéresse pas aux mêmes choses, les codes sont différents, mais ce ne sont que des codes. Mais sur le fond, je crois qu'on est plus semblable que ce qu'on veut bien nous dire. En tout cas, c'est écrit avec énormément d'humour et on passe un très bon moment. Vous avez connu très rapidement le succès avec des livres qui sont devenus pour beaucoup des best-sellers, notamment avec votre roman « Demain j'arrête ». Est-ce que vous avez réussi à garder la tête froide face à ce succès ? Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça change dans une vie ? Rien. Rien. Vous pouvez simplement parler plus facilement à des gens que vous ne connaissez pas, parce qu'on évite les circonvolutions. Vous savez, je viens du cinéma. Je sais ce que c'est que des célébrités planétaires. En France, quand vous vendez plus de 10 000 livres, vous êtes une petite vedette. C'est une erreur. Enfin, faut garder les pieds sur terre, c'est pas si grave. Donc, on est bien au-delà de 10 000, heureusement, maintenant, parce que le public l'a voulu. Mais honnêtement, ça change pas ma vie. J'ai les mêmes amis, j'ai les mêmes proches, j'ai les mêmes valeurs. Ceux qui ne me lisent pas ont une notion du succès qui leur laisse penser que ça change quelque chose, mais non. Alors, vous allez souvent à la rencontre de votre public. J'ai vu encore récemment à Annecy, vous sillonnez la France pour les rencontrer. Qu'est-ce qu'il y a de particulièrement fort et magique pour vous dans la rencontre avec ce public ? Alors, c'est compliqué en fait, parce que on ne prévoit pas ça quand on écrit. C'est-à-dire qu'à la base, il y a juste l'envie de raconter une histoire qui sera partagée par des gens qui vous feront l'honneur de vous lire. Et après, les gens viennent vous en parler parce que ça trouve un écho en eux, parce que ça
ça correspond à quelque chose qui leur parle. Ils viennent avec des histoires extrêmement fortes, soit très positives, soit très négatives, mais il y a un vrai échange. C'est-à-dire que c'est très étrange. Quand les gens viennent vous voir, ils vous connaissent, ils vous ont lu, ils vous ont emmené chez eux, vous faites partie de leur quotidien. Moi, je les vois arriver, je ne sais pas à qui j'ai affaire. Et il y a quelque chose d'extrêmement magnifiquement violent. Ils arrivent avec vraiment quelque chose de très sincère. Et il y a pas, c'est pas des fans. Hein. C'est vraiment des gens qui ont ressenti quelque chose, chez qui ça a trouvé un écho. Et ça, je trouve ça extraordinaire, parce que d'un seul coup, vous n'avez plus cette espèce de phase de circonvolution pour s'approcher les uns aux autres. On parle tout de suite de ce qui compte, les yeux dans les yeux, avec une absence de mensonge ou de filtre. Et ça, je trouve ça... Cette sincérité qui vous tient tant à cœur et que vous racontez dans le livre. Alors justement, je voulais savoir quelle est la différence pour vous en termes de travail entre l'écriture d'un scénario et l'écriture d'un livre. Parce qu'il y a à chaque fois un élément déclencheur. Là, l'élément déclencheur, on peut le dire, parce que c'est tout au début, c'est la chute de Poney, hein, son accident, de cette héroïne. Son accident... à chaque fois, il y a donc un élément déclencheur. Qu'est-ce qui change fondamentalement entre le travail d'un scénariste et d'un écrivain ? C'est pas la même chose. Un scénario n'est pas destiné à être vu par la personne pour qui on espère créer. Le livre est la finalité. Donc déjà, on n'est pas du tout sur la même. Les deux sont de l'écrit, mais c'est un outil. Le cinéma, c'est l'image, c'est l'incarnation, c'est la musique, c'est l'expérience collective de la prise d'émotion. Et quelque chose qui est très différent de la littérature. La littérature, c'est vous lisez, moi ou d'autres, quand vous voulez, au rythme où vous voulez, où vous voulez, non coupé par la pub. Et on peut être vendu à des millions d'exemplaires. À chaque fois, c'est un match de 1 à 1. C'est-à-dire, je suis seul avec la lectrice ou le lecteur quand il me lit. Et ça, d'un seul coup, c'est l'intériorité. C'est la capacité d'amener la lectrice ou le lecteur sur le point qui me touche, de l'amener à des réflexions que ne permet pas l'immédiateté de l'incarnation. C'est deux choses très différentes. Et pour moi, les deux sont très complémentaires. C'est-à-dire que je ne me vois pas vivre sans film, ni sans en faire, ni sans travailler pour, mais par contre, je ne veux pas me passer de cette espèce de proximité, de cette intériorité parfaite qu'il y a avec la littérature. Du coup, ça ressemble à quoi, une journée type pour vous ? Lever tôt, 3 heures, 3 heures un comprendre que quart. c'était très matinal, effectivement. Mais en fait, par nécessité, parce qu'avant, j'ai commencé par écrire après ma journée de travail. Tu sais, quand la vie fait de vous ce qu'elle veut. Donc les enfants, le travail, les collègues, les poubelles à sortir, et vous vous mettez à écrire après. Donc vous êtes fatigué, vous êtes parfois piétiné par la journée, et ce que vous aimez le plus faire, vous n'avez plus l'énergie pour le faire. Donc je me suis domestiqué et je me suis astreint à me lever de plus en plus tôt, progressivement, pour pouvoir écrire le matin entre 3h30 et 7h30. Ce qui fait qu'en fait, j'attaque ma journée, j'ai fait ce que j'aime le plus faire. Je suis disponible pour le monde. Après, voilà, la vie peut venir, je suis dispo et je n'ai plus peur. Mais rassurez-moi, vous vous couchez pas trop tard, parce que ça fait... Non, je suis plus du matin que du matin. Le soir, je m'écroule assez vite. Donc vous écrivez tôt le matin, et alors après, quand vous dites que vous consacrez à d'autres choses, c'est quel type d'activité ? C'est votre famille ? Alors, les gens, déjà, puisque mes lecteurs prennent une grosse place dans ma vie. Je réponds, je rencontre, et puis j'aime bien avoir ce temps de disponibilité. Et après, notre travail pour le cinéma, je continue à travailler pour le cinéma avec mon épouse. C'est vraiment important pour nous, parce qu'on fait équipe avec des gens qui nous font confiance depuis maintenant des décennies, et que c'est bien de travailler pour eux. C'est une école de modestie aussi, se glisser dans les univers d'autres gens pour les aider à les porter plus loin. Ça permet de ne pas s'auto-centrer, d'apprendre des choses, de rencontrer, d'échanger. J'aime ça. Et travailler avec sa propre épouse, ça faisait partie des questions que je voulais vous poser, c'est quelque chose qui va de soi ? Tout le monde m'avait dit de ne pas le faire. Alors du côté de Pascal, tout le monde lui avait dit ne fais surtout pas, vous entendez bien, vous êtes un couple sympa, vous allez exploser en vol. Et moi, tout le monde m'avait dit ça. Honnêtement, ça fait maintenant 18 ans qu'on travaille ensemble, on ne s'est jamais accroché, on n'est souvent pas d'accord, il y en a un qui arrive à emmener l'autre. Elle ne sait pas faire ce que je fais, je ne sais pas faire ce qu'elle fait. Vous êtes très complémentaires. Ouais, il n'y a pas d'ego entre nous, c'est-à-dire Pascal, c'est vraiment la seule personne qui peut m'arrêter dans mon élan. Quand j'ai une idée en tête, quand je pars, je fonce, j'aime ça. Et Pascal peut me dire stop, tu t'arrêtes, tu réfléchis. Et j'arrête et je réfléchis parce que on a l'un sur l'autre un regard. On ne s'est pas mariés pour travailler ensemble. J'ai toujours aimé ce qu'elle était.
c'est quelqu'un que j'aime. Aujourd'hui, c'est un mot, on le dit pour tout et n'importe quoi, mais je l'ai jamais vu se trahir, je l'ai jamais vu se dédire. Enfin, c'est pas quelqu'un de parfait, mais c'est quelqu'un que je trouve noble dans son humanité. Donc en fait, je valide ce qu'elle est. Si elle se trompe sincèrement. Je crois qu'on a ce défaut ou cette qualité-là en commun. Et du coup, en fait, on n'est jamais mu par de l'ego ou une arrière-pensée. On se dit les choses. Donc, je pense que c'est le truc le plus intelligent que j'ai fait d'accepter et de vouloir travailler avec Donc finalement, vous avez bien épouse. fait de suivre votre instinct. En tout cas, vous formez une belle équipe. Vous écrivez des scénarios qui changent au gré des films. La structure de notre scénario à nous, elle se déroule toujours de la même façon en 3 temps. Il y a un premier temps, effectivement, on a eu le plaisir de parler de votre livre « J'ai encore menti », que j'incite nos téléspectatrices et téléspectateurs à lire. Et on va amorcer à présent un virage vers le second temps. Un second temps où je vais vous laisser seul sur ce plateau. Oh, voilà. Ne pleurez pas, je reviens tout de suite. Ça va. À tout de suite. Gilles, est-ce que vous êtes bien installé ? Ah oui, ça va, très bien. Très bien, vous avez un repose-pied si vous avez envie, faites comme chez vous. Et je vais donc vous proposer, comme annoncé, toute une série de mots-clés. L'idée étant pour vous de me dire ce qui vous inspire. Et on commence tout de suite avec le terme « enfance ». Fondateur, essentiel. Il y a une part de chance. Il faut savoir où on tombe. Là, je sais de quoi je parle. Et puis, c'est aussi le moment où se révèle ce qu'on est soi-même. On découvre le monde. C'est une période fondatrice, essentielle. Pour moi, extrêmement heureuse, extrêmement curieuse. Et c'est une part qu'on ne doit surtout pas perdre. C'est-à-dire, grandir en perdant la part d'enfance, c'est déjà un échec. Il faut rester connecté au gamin qu'on était, à cette capacité de jeu, de découverte, de peur, de manque. Non, c'est vital. Alors, que reste-t-il précisément chez vous de l'enfant que vous étiez ? Ma première réponse, ce serait tout. Pas mal, quand même. L'instinct de jeu, évidemment, le goût de l'amitié, le goût d'apprendre, le goût de découvrir. Beaucoup de choses, quand même. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire, rétrospectivement, à cet enfant que vous étiez ? N'aie pas peur. Ce serait la première phrase. N'aie pas peur et avance et fie-toi à ton instinct. C'est-à-dire, fais comme les chiens. Quand tu sens bien les gens, tu t'y colles. Quand tu les sens pas, c'est même pas la peine de grogner dessus, va-t'en. Vous avez le sentiment, justement, d'avoir eu peur ? Qui ne l'aurait pas ? Enfin, c'est inhérent à la nature humaine, je pense. En général, ceux qui n'ont que des certitudes sont quand même des sacrés abrutis. Donc, quand vous avez des doutes, vous avez derrière des peurs. Donc, évidemment, j'ai eu peur. Évidemment, j'ai eu peur de tout, et même encore aujourd'hui. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être assez fort pour ceux que j'aime, peur de ne pas être digne de la confiance qu'on place en moi, même à l'échelon d'un livre, mais encore plus loin à l'échelon d'une vie. Non, bien sûr, peur tout le temps, bien sûr. Je pense que c'est un bon moteur quand elle est traitée avec conscience et presque avec respect. Si on vous a proposé ce terme d'enfance, c'est pas totalement un hasard, parce que vous avez une enfance qui ressemble pas beaucoup à celle des autres enfants, en tout cas de la majorité des autres enfants. C'est un sujet sur lequel vous vous êtes déjà confié. Vous avez notamment écrit un livre avec Mimi Mati. Est-ce que vous acceptez de nous en dire quelques mots ? Aucun problème avec ça. Alors, j'en ai pas parlé quand j'étais jeune, en fait, parce que c'était quelque chose qui, pour moi, était perçu de mon seul point de vue et donc peut-être douloureux, peut-être problématique. Donc, j'ai été adopté. J'ai été abandonné quand j'avais 3 heures et des parents absolument fabuleux qui sont pour moi mes seuls vrais parents m'ont adopté. Mais je me suis rendu compte en fait en parlant parce que j'ai découvert des cercles de parole où des enfants adoptés ou des adoptants traversaient des périodes un petit peu difficiles et quand on est fils adoptif ou enfant adopté, il y a trois types de corps auxquels on est confronté. C'est la police, la justice ou les psys. Et tous font du boulot avec une bonne volonté. La police fait un boulot remarquable, souvent dans des cas conflictuels. C'est eux que j'ai vus les plus humains. La justice, avec le taux de débordement qu'elle a et les moyens qu'elle a, fait ce qu'elle peut, mais c'est pas toujours très adapté. Et les psys, mon Dieu, ils sont pas moins névrosés que nous. Donc après, je sais pas. Quand on tombe sur des psys qui sont des individus fabuleux, ça donne quelque chose de fabuleux. Mais juste une formation de psy ne sert pas, à mon sens, à grand chose. C'est un point de vue très personnel.
Mais pour le coup, je me suis rendu compte que quand je venais vers quelqu'un qui était en difficulté, que je lui disais détends-toi, moi aussi je suis fils adoptif ou moi aussi je suis enfant adoptif, il se passait autre chose. Il y a une autre mécanique qui se met en jeu, celle de l'identification, celle de la vraie raison pour laquelle on vous adresse la parole. Et du coup, en fait, j'ai pris l'habitude d'en parler librement parce que je me suis rendu compte que les gens, ça pouvait les libérer. Ça pouvait les alléger, et qu'on parle souvent de ce qui ne va pas, mais que moi, je suis un fils adoptif et que j'ai eu une enfance extrêmement heureuse. Voilà, j'ai des vrais parents, j'ai des vrais amis, j'ai une vraie famille. J'ai pas vécu ça comme un trauma. Donc ça a probablement été une des clés de ma vie, je sais pas, mais pas négative en tous les cas. Donc voilà, je préfère en parler parce qu'on parle toujours de ce qui va pas, mais que ce genre de choses, ça fait très peur aux gens, y compris à ceux qui adoptent, et que je trouve utile de faire bénéficier de choses positives. Vous aviez des frères et sœurs dans cette famille adoptive? Vous étiez... Alors j'ai un demi-frère qui a 2 ans de plus que moi, avec qui malheureusement pour des raisons de nature, on ne s'est pas bien entendu, on n'a pas bien fonctionné. Lui a très mal vécu son adoption, mais je ne vais pas me permettre de parler pour lui, mais la vie nous a pas... Il s'est compliqué, il s'est coupé de la famille, il s'est coupé de mes parents, il s'est coupé de tout jusqu'à peut-être se couper de lui-même, je ne sais pas. Et vous êtes resté proche d'eux, de vos parents? Ah oui, je suis très famille. Est-il vrai que vous avez été abandonné devant une église? Oui, tout à fait, une chapelle rue d'Assas. D'accord, et c'est donc là que vous avez été recueilli, puis ensuite placé dans cette famille qui, Ouais. qui vous a sauvé la vie. Ouais, qui a fait ma vie, pas sauvé la vie. Je crois que être adopté... Ma mère m'a dit un truc quand j'avais 10 ans qui m'a vraiment frappé. Il y a des gens qui font les enfants et il y a des gens qui les aiment. Et c'est pas forcément les mêmes. Alors quand vous tombez dans une famille où effectivement, ceux qui vous ont fait sont ceux qui vous aiment, c'est génial. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des tas de gens qui ont des parents extrêmement destructeurs, qui ont des parents qui les battent, qui les maltraitent, qui leur mentent, qui tentent de les tuer. Enfin, l'actualité est pleine de ces drames. Honnêtement, voilà, je crois qu'il n'y a pas des schémas tout faits d'une vie. On est en fonction des cartes qu'on tire à la naissance, notre nature et des chances que la vie nous donne. Voilà, on suit un parcours qui est à chaque fois unique. Quel âge est-ce que vous aviez quand vous l'avez appris? Ma maman a eu la belle idée et le courage, parce que ce n'était pas facile pour elle, de nous en parler toujours, très naturellement, dès le départ. Mes parents ont pris le parti de nous dire la vérité dès le départ et de ne jamais nous raconter une fable, de nous dire la vérité. Et du coup, c'est quelque chose que, aussi loin que je m'en souvienne, que j'ai toujours su et qui ne m'a pas posé de problème parce que mes parents eux-mêmes étaient... assez clean avec ça, ils étaient sains avec ça. Écoutez, vous avez effectivement la chance d'être recueilli par des gens formidables et vous vous en êtes plus que archi bien sorti. Je vais vous inviter à réfléchir à un deuxième mot qui est le mot regret. Il y aurait beaucoup à dire, mais je suis pas quelqu'un qui cultive les regrets. Non, je crois non, parce que plus que des regrets, je crois qu'il faut tirer des leçons. On fait des erreurs, il y a des choses qu'on loupe parce que vous n'êtes pas en capacité de faire les bonnes choses au bon moment. C'est parfois une question de temporalité, parfois une question de nature, parfois une question de malchance, parfois des erreurs, voire des fautes qu'on commet. Mais les regretter, soit on regrette quelque chose, il faut tenter de le réparer si c'est faisable, soit il faut en tirer les leçons. Mais cultiver le regret, je crois que c'est assez inutile pour l'avance. Il m'a semblé lire quelque part que vous n'aviez pas passé votre bac, ce qui paraît complètement surréaliste quand on voit l'aisance avec laquelle vous vous exprimez, l'aisance avec laquelle vous écrivez, et comme quoi effectivement c'est pas forcément si indispensable pour réussir. Le fait de ne pas avoir été au bout de cet examen, c'est un regret ou pas? Non, du tout. C'est la dernière fois que ma mère a essayé de me gifler. C'est la dernière fois que j'ai failli en prendre une quand même. Et j'ai esquivé. J'ai esquivé. J'avais grandi, je savais esquiver. Mais pour le coup, ce qui s'est passé, il faut toujours le tempérer. J'ai pas passé mon bac parce que j'étais tombé dans le cinéma. Donc je travaillais comme une brute, mais vraiment mes vacances, mes nuits, mes week-ends à lire, à apprendre, et que j'étais déjà en stage sur des plateaux et que j'adorais ça parce que je découvrais un mode d'expression qui fabriquait de l'émotion qui se partage et que ça c'est ma vie. Mais grosso modo, le bac, j'y rencontrais ma femme, des profs avec lesquels je suis toujours ami, un système éducatif qui est quand même remarquable. Et que mon cas est assez particulier. Je travaillais ailleurs, ma voix était différente, mais
les études généralistes, c'était presque une perte de temps pour moi parce que ma curiosité me garantissait le côté généraliste et qu'il fallait que j'avance, il fallait vraiment que j'y aille. Donc il y avait une espèce d'urgence pour moi. Donc en fait, c'est pour ça que je ne suis pas allé à la totalité des épreuves. Effectivement, on sent que le regret pour vous, c'est une perte de temps aussi. Complètement. Mais c'est quelque chose qui, alors pour le coup, c'est une de mes clés. Je vis avec une trotteuse. C'est-à-dire, la vie est un espace fini. À un moment, on va mourir. Donc, c'est même pas mourir qui est grave, c'est ne plus être en contact avec ce qu'on aime de cette vie, les gens qu'on aime ou ce qu'on peut faire. Donc, ne perdons pas de temps, ne perdons pas de temps. Puisqu'on parle du temps, vous m'offrez une transition toute trouvée pour me dire ce que vous inspire le terme éternité. C'est quelque chose qui a toujours fasciné les humains, je crois. Parce que je pense que... Alors, j'en parlais il y a quelques jours avec quelqu'un, avec une lectrice qui était très touchée par ça. Je crois que l'éternité n'est pas une ambition humaine. Par contre, le fait de perdre ce qu'on aime et le plaisir de la vie est en fait une peur universelle qui, pour la fuir, nous pousse vers l'éternité. Mais l'éternité est en fait la solution au fait qu'on ne supporte pas que ça s'arrête. Maintenant, il faut être responsable. On ne va pas y échapper d'une façon ou d'une autre. Je pense que c'est bien qu'à un moment les choses s'arrêtent. Je ne sais pas si on reviendra, mais moi je ne vais pas attendre la prochaine vie ou me dire que la vie d'avant, on est dans cette vie-là, c'est aujourd'hui que ça se joue, c'est aujourd'hui qu'on a notre chance, c'est notre tour de manège, allons-y. Mais l'éternité, ce n'est pas un fantasme pour moi, ce n'est pas un rêve et malheureusement je sais que ça ne sera pas possible. Donc je vais essayer d'en profiter au maximum tant que je suis là. On sent effectivement que vous n'aimez pas l'idée que ça puisse s'arrêter, même si vous êtes parfaitement lucide sur le fait que tout ça aura une fin un jour. Est-ce que vous avez parfois le sentiment d'être hyperactif ? Oh non. Non, non. Pour moi, quelqu'un d'hyperactif, c'est quelqu'un qui bouge sans trop savoir pourquoi. Moi, il y a tellement de choses qui me passionnent, il y a tellement de choses que j'aime, il y a tellement de causes auxquelles j'ai envie d'adhérer. Alors, tout ça prend du temps. En fait, quand la journée ne me plaît pas, le matin, j'ai du mal à me lever, mais j'ai la chance d'être dans un métier parce que le public me le permet, parce que le pays me le permet, parce que notre époque le permet, où on a des potentiels d'action qui sont juste énormes. Tout sauf perdre du temps et dormir, sauf pour reposer le corps et apprendre de ce qu'on a vécu la journée d'avant. Mais non, j'ai beaucoup de mal avec l'inutilité, l'inactivité et le vain. Quand je parlais d'hyperactivité, c'était pas au sens péjoratif de gesticulation vaine, mais justement au sens où vous avez une soif de vivre et que vous avez fait énormément de choses. Je le disais en préambule, vous avez même été pyrotechnicien sur des plateaux, scénariste, réalisateur. Donc on sent vraiment effectivement cette soif chez vous de croquer la vie à pleines dents. Ah oui, clairement, oui, clairement. Puis j'aime les gens, j'aime le contact, j'aime apprendre, bien sûr. C'est toujours mieux. Oui, ça. Alors, oui, je suis occupé. Vous évoquiez des causes auxquelles vous pourriez avoir envie de souscrire. Est-ce que votre activité d'écrivain, de scénariste, vous laisse justement le temps de vous pencher sur des causes qui vous tiennent à cœur ? Il faut le prendre, c'est un équilibre à trouver. Je vous le disais, quand j'ai découvert ces cercles de parole sur les gens adoptés ou adoptants, je m'y suis attelé longtemps. J'ai moins le temps maintenant parce que je pense que je peux être plus utile de façon plus générale, que j'ai pas besoin de faire du un par un pour donner des réponses qui peuvent venir ou essayer de solutionner des choses. Donc je participe toujours, mais plus de la même façon. Mais après, voilà, j'aime pas voir les gens seuls. C'est un truc, voilà, c'est pas notre nature. J'aime les gens quand ils font ensemble. Donc je vais dans les hôpitaux, je vais dans les prisons, je vais dans des endroits où il n'est pas question de vendre, mais où il est question d'être un humain qui a peut-être un peu plus de chance que ceux qui sont là et qui peut leur donner peut-être un peu d'énergie à un moment où peut-être qu'ils en ont besoin. Voilà, c'est des choses très, très personnelles, très privées, très convaincues. Mais oui, j'ai toujours une casserole sur le feu, oui. Oui, vous dites que vous n'avez pas le temps, vous prenez quand même le temps d'aller dans les hôpitaux, dans les prisons. Ce temps-là, vous l'avez pris ou vous le prenez quand même ? Il faut le prendre. C'est notre engagement d'individu, c'est pas défendre la cause animale en prenant un chiot dans les bras tant qu'il y a les photographes. C'est y aller, c'est passer du temps. La seule chose qu'on puisse effectivement donner aux gens réellement, c'est du temps, c'est de l'attention. C'est l'énergie que vous avez pour l'énergie qu'ils n'ont pas. Donc, effectivement, prendre du temps, c'est déjà voter, c'est déjà choisir, c'est déjà s'engager. Et qu'est-ce que ça vous apporte à vous ? Dans quelle mesure est-ce que ça vous fait grandir ?
Je ne sais pas si ça me fait grandir. Grandir au sens de s'élever? Non, parce que là, dans ce genre de circonstances, vous êtes en train de donner. Donc vous n'êtes pas sur vous, vous êtes sur les autres. Ce sont des gens qui me font grandir, c'est le monde qui me fait grandir. Mais au moment où moi je suis en prise, c'est-à-dire au moment où moi je reçois. Mais c'est pas au moment où je donne que je reçois. On peut difficilement faire les deux en même temps. Donc il y a un temps pour effectivement se mettre au service des gens, de causes et d'élan. Et puis du temps pour vous, vous avez besoin de recharger les batteries, vous avez besoin de puiser ce qui fait que vous y croyez, puiser tout ce qui vous donne envie de continuer à aller vers les autres. Quelle est la cause qui vous motive le plus? Alors, on a bien noté tout le sujet des enfants adoptifs, etc., le fait de donner du temps à des personnes qui sont seules. Est-ce qu'il y a un autre combat, une autre cause qui vous appelle? Ce ne serait pas une cause. Le but pour moi profond, c'est j'aime ce qui rapproche et ce qui pose les gens et les choses. Ce qui m'importe, c'est de ne pas séparer les gens, de ne pas les monter les uns contre les autres. Voilà, ça c'est quelque chose contre lequel je me bats régulièrement. Après, moi, dans ma nature, j'essaie d'être positif et j'aime ce qui rapproche, nouer des dialogues entre gens qui a priori ne se parlent pas, surmonter des clichés. C'est quelque chose que j'aime bien. Emmener les gens un peu plus loin que ce qu'ils avaient prévu de faire. Les aider à voir ce qui leur correspond, là où ils pensaient qu'il n'y avait rien qui leur correspondait. J'aime bien ça. Alors ça passe par l'écriture, ça passe par le dialogue, ça passe par la rencontre, ça passe par faire l'andouille, faire rire, les blagues, l'humour. Pour moi, l'humour est la forme la plus chaleureuse de l'intelligence. Et cet humour, il est aussi une façon de garder une forme de simplicité. Et c'est justement le dernier terme que je souhaitais vous proposer. On sent que vous arrivez, malgré le succès, à rester très, très simple, très abordable, simple dans le sens noble du terme, évidemment, abordable, accessible, sans que ce soit un effort. C'est super gentil, mais en fait, c'est pas un effort. Je suis tellement centré sur ce qui m'importe que tout ce qui est corollaire du succès, qui est souvent assez vain, ne me concerne pas, ça ne me parle pas, ça ne m'atteint pas. Donc en fait, je ne fonctionne pas à ça, je suis vraiment sur le cœur des choses. Donc la simplicité dans mon mode de fonctionnement, elle est même pas une nécessité ou c'est pas une hygiène de vie, elle est juste la condition sine qua non pour y avoir accès. Si vous voulez avoir accès à des choses authentiques, vous ne pouvez pas être compliqué. On sent que c'est plus un moyen qu'une fin finalement. Complètement. Et alors ce serait quoi la fin ? Je sais pas, hein, on en reparlera la veille de ma mort. Je sais pas, j'ai pas. Je suis tellement dans le faire, je suis tellement dans le ressentir que ce que je suis ou ce qui se dit ou le jugement extérieur n'a pas tant d'importance que ça pour moi. Ce qui m'importe, c'est ce que je peux, éventuellement ce que je dois. Mais du coup, l'analyse, enfin. C'est très compliqué de disséquer les choses, les sentiments, et après d'essayer de garder la fraîcheur, l'innocence, la lucidité par rapport à ce qu'il peut y avoir de négatif. Mais l'élan ne survit généralement pas à l'analyse. Et moi, je suis vraiment quelqu'un qui est dans l'élan. Alors, quand on parle de simplicité, c'est aussi qu'on la met en parallèle de la réussite. La réussite, comment vous la décrivez ? C'est quoi pour vous la réussite ? Pour moi, la réussite, c'est faire ce qu'on sent le mieux pour des gens qui en sont heureux. Ce serait ça. Je trouve que les humains, quand ils font ce qu'ils aiment, quand ils font ce en quoi ils croient, ils sont beaux. Que ce soit quelqu'un qui fabrique un instrument de musique, quelqu'un qui fait la cuisine, quelqu'un qui soigne, quelqu'un qui... Il y a une espèce de... Pour moi, la beauté de l'humanité est là. Dans l'authenticité, quelque part. Dans l'adéquation à son ressenti qui donne l'authenticité, en fait. L'authenticité, là encore, n'est qu'une conséquence. Les gens convaincus ont quelque chose d'authentique, mais pas parce qu'ils sont authentiques, parce qu'ils sont convaincus. Et du coup, pour moi, la réussite, c'est vraiment ça. C'est de voir des gens à leur place, faire ce qu'ils font de mieux pour des gens à qui ça fait plaisir. Ça, Donc si on étudie scrupuleusement cette définition de la réussite, vous avez très clairement réussi. Je ne sais pas, il y a une question après d'ampleur.
Je suis pas. Alors, en France, je suis un écrivain à succès, mais on parle de quoi? Moi, je viens du cinéma. Un film, quand il fait 100 000 entrées en France le premier jour, s'il fait 100 000 entrées, vous êtes fini, vous ne retravaillerez jamais. Alors qu'un livre qui se vend à plus de 100 000 exemplaires, vous êtes une petite vedette en France. Mon but, c'est de toucher des gens, et chaque fois qu'il en restera un à qui je peux être utile et qui n'aura pas été touché par ce que je fais, quelque part, j'aurais un peu échoué. Parce que ça aurait pu l'aider, ou ça aurait pu le distraire, ou ça aurait pu l'égayer. Donc voilà, après, mon but, c'est de me propager uniquement par des gens qui valident ce que je fais. C'est-à-dire, je crois à la recommandation du cœur, je crois au bouche à oreille, je crois à ces conseils qu'on donne à ses proches ou à ses amis où on dit non, vas-y, j'y crois. Vous parlez de toucher les gens au cœur. J'espère que tous nos téléspectatrices et téléspectateurs seront touchés au cœur. En tout cas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu de ces mots-clés. On se retrouve tout de suite. Merci. Est-ce que vous vous êtes habitué à votre captivité? C'est le syndrome de Stockholm. Exactement. Vous pouvez me faire un câlin. Comment ça s'est passé pour vous? C'est étonnant, je trouve ça... Je me raccroche à votre voix parce que pour moi, ma vie, c'est des rencontres et le dialogue n'a de sens que s'il y a quelqu'un en face. Et donc là, c'est une expérience assez particulière, mais je me raccroche à votre voix. Mais ouais, pour moi, ouais, c'est vraiment particulier comme expérience. Ça favorise l'introspection dans une certaine mesure. Alors, je la pratique. J'ai pas besoin n'importe où, mais là, c'est plus on est dans un dialogue et en fait, la circonstance est particulière. Donc en fait, ça oblige à des réactions. J'ai pas vos yeux, j'ai pas votre présence. Et c'est particulier. Absolument. Vous disiez que vous pratiquez l'introspection sans vouloir être indiscrète. Dans quel cadre? Vous êtes plutôt branché méditation, plutôt branché lieu de culte? Vous êtes Alors il y a deux choses. Les lieux de culte, c'est où que je sois dans le monde. J'adore aller dans les églises, dans les temples, dans tout ce qui est ouvert. Simplement parce que ce sont des lieux de paix, de spiritualité, et qu'il est facile d'y penser, et qu'on n'est pas distrait. C'est la magie des lieux qui favorise... Pas la magie, le génie que les gens qui les ont conçus et l'esprit qu'ils y ont insufflé permet aujourd'hui de ressentir, parfois des siècles plus tard. Et j'ai une vraie reconnaissance par rapport à ça. On est dans des mondes, souvent dans des grosses villes, vous êtes happé par des choses qui sont visuelles, bruyantes, sonores, avec une idée de vous faire consommer ou de vous... Et j'aime bien m'échapper, moi, et rentrer dans des églises, puisque ce sont des lieux ouverts, ne l'oublions pas, et me poser et penser à tout, aux lieux, aux gens, aux miens, à ce qui fait la vie. Mais j'ai besoin de cette espèce d'espace protégé, de réserve naturelle, spirituelle, pour poser les idées sans plus être distrait par tout ce que ce monde peut avoir de vulgaire et de vain. Vous avez prononcé le mot spirituel. Ce besoin de spiritualité, c'est quelque chose qui manque, selon vous, dans notre monde actuel et que vous retrouvez dans ces lieux-là? Je ne pense pas qu'il manque. Je pense qu'il est contrarié. Mais il est là, il est dans les gens. Et ça peut prendre n'importe quelle forme, sous n'importe quelle latitude. Les gens ont besoin de temps en temps, le silence permet de faire le point, les repères spirituels que d'autres ont pu semer avant nous peuvent nous permettre d'y voir clair à certains moments de notre vie. Et l'échange encore, l'écoute, c'est quelque chose de primordial. Pour moi, c'est pas en recul, c'est pas une mode, c'est pas un cérémonial, c'est vraiment une nature profonde humaine qui a donné naissance à tout ça dans tellement de religions, tellement de pays, tellement de façons. Je trouve ça universel. Alors, il y a quelque chose qui est universel également, c'est le questionnaire de Proust qui a été utilisé, réutilisé et adapté. Et je vous propose de commencer tout de suite ce questionnaire avec la question suivante. Si vous étiez un animal, qu'est-ce que vous seriez? Quelle question. Un écureuil, parce que c'est la bête qui fait les poubelles le plus rapidement. Ah oui. C'est juste fascinant, un écureuil qui fait les poubelles, c'est juste un spectacle. Je n'ai jamais vu un spectacle, le spectacle d'un écureuil faisant les poubelles. C'est la seule bestiole qui joue avec les chiens. L'écureuil, pour se détendre, fait tourner en bourrique les chiens. J'adore les chiens, j'adore les écureuils. Non, il y a quelque chose de mignon, la vivacité, l'agilité, le fait de pouvoir monter dans les arbres. La notion de famille est importante pour eux. Oui, voilà. Mais après, je pourrais être...
je vais faire confiance au hasard et je verrai ce que je serai ou ce que je pourrais être. Je posais la question parce que sur beaucoup de vos livres, y compris sur celui-ci, le dernier dont on parlait tout à l'heure, J'ai encore menti, il y a la photo d'un chien. Il y a eu beaucoup par le passé des photos de chats. Alors on en a beaucoup parlé, beaucoup osé. C'était très original et ça a fait un peu votre spécificité aussi de ces couvertures très gaies, très colorées. Pour un temps, oui, tout à fait. Les gens qui me lisent savent qu'il y a autre chose que des couvertures Absolument. flashy. Ceux qui ne me lisent pas m'enferment dans quelque chose qui ne me correspond pas complètement, mais que j'accepte. Ça m'a permis de rencontrer le succès et le public. Donc de ça, aux chiens et aux chats, j'élève une statue tous les jours. Mais après, les animaux sont souvent pour moi un moyen métaphorique de parler des humains. Je ne suis pas le premier à l'avoir fait, mais je trouve que le chat, j'ai une tendresse particulière parce que c'est le seul animal domestique qui n'est pas dupe de nous. C'est-à-dire, il vit dans notre intimité, mais nous juge. Et souvent, ça nous permet d'avoir un recul sur nous-mêmes. Et c'est vraiment une notion qui est très importante pour moi, le recul sur soi-même. Le chien, c'est autre chose, il apporte autre chose aussi. Mais j'aime bien ces espèces de présences qui sont affectives, extrêmement proches, et qui en fait sont aussi une prolongation de notre humanité. Vous avez fait beaucoup de métiers, je le disais, y compris pyrotechnicien, ce qui peut sembler curieux, mais en même temps, c'est un métier honnête, absolument. Réalisateur, producteur, scénariste, romancier. Est-ce qu'il y a un métier, en revanche, que vous n'auriez absolument pas pu faire ? Chauffeur de bus en haute montagne, parce que je ne comprends pas quand la cabine passe au-dessus du vide. Qu'est-ce que je pourrais vous répondre ? Il y en a plein que je ne pourrais pas faire, en fait. Je ne suis pas quelqu'un qui se définit contre. C'est-à-dire que je pense que on est plus... on a tous des talents naturels qui doivent s'exprimer pour l'utilité à la vie, pour être le plus possible utile aux autres. Et c'est ces voies-là qu'il faut... je pense que tous les métiers que je ne fais pas sont ceux pour lesquels je n'étais pas fait. Mais après, on a la chance d'être dans une société où on peut relativement choisir sa route. C'est pas toujours évident, mais c'est une chance énorme quand même. Est-ce qu'il y a un son, un bruit que vous aimez particulièrement, qui vous inspire ? Le rire. Pour moi, c'est le rire des gens. Quand les gens sont heureux et qu'il y a un truc qui les fait vraiment rire, on est les seuls animaux à faire ce bruit-là. Ça vaut toutes les musiques. La musique, c'est vital, c'est magnifique. Mais pour moi, la musique de l'humanité, c'est un rire. Il y a des gens qui ont des rires particulièrement communicatifs. Tout à fait. Ma fille, quand elle rit parce que mon fils a fait une ânerie, c'est un des trucs que je préfère au monde. Vous, c'est quand la dernière fois que vous avez ri ? C'est très récent. Je pense que c'est ce matin où il y a... je suis un rieur, moi, je cherche ça. La vie est dure. On peut apprendre à personne ce que c'est que souffrir, attendre, douter. Maintenant, il faut chercher ce qui soigne, ce qui va bien. Non, moi, je suis et quand ça, je suis le premier à faire l'imbécile ou à faire des blagues avec l'idée de faire rire. Et la dernière fois que vous avez pleuré, c'est moins gai ? Non, ça fait partie de la vie aussi, et il faut laisser passer les émotions en soi. C'est assez récent aussi. Alors pleurer de joie, ça m'arrive assez souvent. Beaucoup de choses me bouleversent positivement, et après, non, c'est quand les gens s'en vont, quand je perds des gens. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous l'entendre vous dire après votre mort ? Alors je vais tordre votre question. Si Dieu existe, j'aimerais bien qu'il revienne maintenant, nous aider à faire mieux. Parce qu'il y a un moment, beaucoup de gens parlent en son nom, parfois maladroitement, parfois malhonnêtement. Il serait temps qu'ils viennent refaire le ménage chez tous ses représentants, quelle que soit la confession. Il faut qu'il se réapproprie une parole, si jamais il en a une, et la remettre dans son sens d'élévation, de progrès, d'amour, d'écoute et d'échange. C'est urgent. Puisqu'on parlait de votre mort, que je vous souhaite la plus lointaine possible et la plus douce possible, comment vous aimeriez-vous mourir ? Vous qui avez le sens du scénario, quel serait un bon scénario ? C'est-à-dire pas. C'est la scène que j'écris pas. Non, c'est... j'en sais rien, sans m'en rendre compte, mais en ayant le sentiment d'avoir mis les miens à l'abri et d'avoir fait tout ce que je pouvais, jusqu'au bout de mes forces. C'est pas tant mourir qui me pose problème que d'arrêter de faire ce que je fais avant, vivre. C'est quoi pour vous une bonne raison de se lever le matin ? Qu'est-ce qui va être votre moteur pour démarrer la journée ? Après avoir écrit, bien évidemment. L'envie d'aller vers les autres, les faire rire,
les faire réfléchir un peu si je peux, les faire avancer, moi avancer, apprendre, j'adore apprendre. Non, il y a un appétit de la vie, il y a tellement de raisons, il n'y a pas un truc qui... Le truc qui peut me faire lever en plein milieu de la nuit, c'est une blague idiote à faire, à préparer à quelqu'un, ça c'est très clair. C'est une cause d'insomnie pour moi. C'est une saine cause d'insomnie. Alors, on sent chez vous une vraie soif de vivre. Néanmoins, on est tous sujets à des émotions. Vous le disiez vous-même tout à l'heure. Il y a des moments où on est plus ou moins d'humeur. Quel est, dans ces moments-là, votre remède contre la déprime? Alors, on ne parle pas de déprime sévère, on parle de coups de blues ou de... Faire, accomplir, rencontrer les autres, se rendre compte que d'autres problèmes sont plus graves que ceux qu'on pense avoir, aider à les résoudre. Parce que, paradoxalement, c'est comme se chatouiller ou se coiffer. Ariane, vous ne pouvez pas vous chatouiller vous-même, vous ne pouvez pas vous coiffer vous-même. Et me coiffer pas très bien non plus, d'ailleurs. mais vous voyez ce que je veux dire? Souvent, on a un pouvoir disponible pour les autres qui n'a aucune utilité pour nous, qui n'existe pas pour nous. Donc en fait, quand vous avez, vous, un problème, le mieux, c'est encore de s'attaquer à ceux des autres qui, peut-être, vous aideront à résoudre le vôtre après, mais c'est même pas le but, c'est juste se distraire. Distrayons-nous du malheur. Est-ce que vous avez un objet chéri? Il y a des gens qui ont comme ça une espèce d'objet un peu fétiche, qui baladent avec eux où qu'ils aillent, que ce soit une médaille, quelque chose. Est-ce que vous avez comme ça un objet auquel vous vous rattachez? Non, rien de matériel. Des gens, oui. Avec qui je voudrais tout le temps être. Mais non, j'ai pas d'objet. Je suis pas matérialiste, non. Si vous aviez tout d'un coup une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez réaliser avec cette baguette magique? Quelle question. Et j'ai le droit qu'à une chose. Oh non, autant que vous voulez. Ah non, bah alors c'est clair. Affranchir les gens de la matérialité, de la maladie, de choses comme ça, déjà. Qui puissent plus se consacrer à ce qu'ils ressentent ou à ce qu'ils sont. Parce que c'est de là que naissent après leurs actions les meilleures, souvent. Et qu'on a tous intérêt à ce que, dans l'époque où on vit, avec les challenges qui nous attendent pour la planète, chacun agisse à son mieux. C'est une nécessité globale. Ce serait ça. Après, une baguette magique. J'ai le droit de taper un copain avec? Elle est solide? Est-ce qu'elle est solide? Je peux assommer quelqu'un avec? Vous pouvez assommer quelqu'un avec, ça peut s'envisager. Je la garde. Ce sera un gourdin magique. D'accord. Ouais, je pense que je me passe une matinée à assommer des fâcheux. Ça peut s'envisager. Quelle est votre drogue favorite? La joie des autres et rire. Toujours le rire. Ah ouais, le sacro-saint rire. Ah ouais. Il y a des choses qui vous font peur? La vraie solitude. Ouais. Pas celle dans le studio tout à l'heure. Non, celle où on n'était pas très loin, effectivement. celle où on n'a plus rien à dire à personne. Ça, c'est un truc que j'envisage pas du tout. Ça, Ces couples qui vont au restaurant et qui écrivent chacun un texto de leur côté. Ça, c'est épouvantable. Enfin, je trouve ça terrifiant. C'est la négation de la vie. Quelle est la qualité à laquelle vous êtes le plus sensible chez un être humain? La loyauté. La loyauté. Pour moi, c'est déjà de l'amour. C'est de l'amour de la nature humaine, c'est l'amour de la parole donnée, c'est l'amour de ce qui compte pour l'autre. Pour moi, la loyauté, c'est ce qui fait de nous autre chose que des bêtes. Et vous, votre plus grande qualité, ce serait celle-ci ou... Oh non, je ne saurais pas dire ce que c'est. Peut-être, je ne sais pas, joyeux, volontaire. Persévérant. Ouais, de bonne volonté. Ça donne pas toujours des résultats extraordinaires. Mais non, je sais pas, j'aurais du mal à me qualifier. Et votre plus grand défaut, c'est plus facile? La même chose, de bonne volonté. C'est comme dans les examens, il y a des trucs qui marchent pour les qualités, pour les défauts. Mais c'est un peu ça, en fait. C'est quand j'y crois, j'y vais. Et des fois, c'est un défaut. Peut-être des fois, c'est une qualité, je sais pas. Quel est votre héros ou héroïne préféré, celui ou celle qui vous inspire? Ce ne serait pas une personne, parce qu'il y a cette notion de podium qui me fait peur. Les gens qui tiennent debout alors que tout les pousse à tomber, ceux-là, on a quelque chose à apprendre d'eux. Il y a une figure qui vous vient en tête? Non, enfin... Il y en a certainement au quotidien, y compris des pas du tout connus. Complètement. Et on faut plus, je crois, trouver ces icônes dans son quotidien, dans sa réalité, que dans une imagerie qui est partagée et souvent orchestrée. J'aime les gens qui tiennent debout alors que tout les pousse à tomber. Et d'eux, j'ai envie d'apprendre. Quelle est la chose la plus grotesque que vous ayez fait par amour?
Il va falloir prendre un peu de temps, Ariane. Mais on en a. Je sais pas. Grotesque, je sais pas. Insensé. Insensé, si vous voulez, et folle. Je sais pas. C'est peut-être y croire, tout bêtement. Pascal, ma moitié, j'aime pas dire ma femme, c'est un truc, il y a un truc presque zoologique là-dedans. J'aime pas ça. Pour moi, c'est une personne, elle est ma moitié et j'espère être la sienne. M'a jamais dit oui quand je lui ai demandé de m'épouser. Elle m'a refusé 3 fois en mariage. Et je respectais son avis, mais moi, je savais qu'en tant qu'individu, si je ne l'épousais pas, si je n'arrivais pas à faire ma vie avec, ce serait un drame pour moi. Parce que c'est vraiment une personne que j'ai choisie. Je ne me suis pas dit, je vais trouver quelqu'un. Ce n'était pas mécanique du tout. J'avais autre chose à faire. Voilà, mais elle est entrée dans ma vie et ça a été juste pas un coup de foudre, une grosse explosion. Et à partir de ce moment-là, quelque chose que je ne fais pas, j'ai considéré qu'elle m'avait dit oui, c'est-à-dire j'ai complètement altéré la réalité pour considérer et tout faire comme si elle avait dit oui. Et donc je me suis comporté comme si elle avait dit oui, je suis allé demander sa main à son père, ce qui se faisait déjà plus quand j'étais gamin. Ça a été une séance absolument surréaliste. Et voilà, et on s'est retrouvés à un moment mariés, elle m'a dit oui à la mairie, mais c'est moi qui étais amoureux. Elle le paye tous les jours. Tous les jours, je lui dis, mais est-ce que tu te rends compte ? Tu as failli laisser passer la chance de ta vie. Non. Donc voilà, non, c'est y croire, je crois, le truc le plus insensé qu'on fait. Et c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Alors, inversement, qu'est-ce que vous avez fait que vous ne referiez plus ? Parce que j'ai bien compris que de se marier avec elle, c'était un excellent choix qui vous comble de bonheur. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, pour le coup, ça n'a peut-être rien à voir avec un sentiment amoureux, hein, mais que vous ne referiez plus. Affirmer. Affirmer des certitudes ? Être sûr, être sûr. C'est quelque chose... j'ai toujours été quelqu'un de convaincu, de sincère. Ce qui veut pas dire... Sincère et convaincu, ça ne veut pas dire qu'on a raison. Et il m'a fallu quelques années pour l'apprendre. Et il y a des choses que j'ai assénées, affirmées, imposées. Ce n'était pas la bonne méthode. Et je ne le ferai plus, ça. Alors inversement, est-ce qu'il y a un épisode de votre vie, vous qui êtes scénariste et qui travaillez dans le cinéma, que vous aimeriez rejouer, si c'était possible de le faire ? Je sais trop que ce n'est pas possible pour me poser ce genre de questions. Mais par contre, tout est possible dans le futur. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas qui ne soient pas écrits et qu'on ne puisse pas écrire. Il est là le vrai bonheur. C'est-à-dire que quand vous posez cette question-là, directement, on induit presque une notion de regret. Oui, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que vous avez expliqué. C'est qu'est-ce que je n'ai pas encore fait et que je vais pouvoir faire, ou qu'est-ce que j'ai raté et que je peux mieux faire. Ça tombe très bien, parce que je voulais vous poser la question de quoi est-ce qu'il vous reste à accoucher. Des livres, des rencontres, des gens, d'autres projets dont je n'ai même pas idée aujourd'hui, mais que la mécanique que je suis, le sentiment que je suis, me conduit à sécréter tous les jours un peu plus. J'avance. Il y a 10 ans, je ne savais pas que je serais là aujourd'hui. On n'a aucun moyen... Vous saviez aujourd'hui que vous feriez ce métier-là, qu'on se retrouverait tous les deux ? Absolument pas, c'est imprévisible. C'est la vie. Donc, restez ouverts, plasticité cérébrale, une grosse capacité d'adaptation si on peut, et puis après, accueillir les choses comme on peut et les générer autant qu'on peut. Votre univers, votre quotidien, ce sont les mots. Quel est votre mot préféré d'abord, et ensuite celui que vraiment vous n'aimez pas ? Alors, je vais oser vous reprendre. Non, mon quotidien, ce n'est pas les mots, c'est les gens. Parce que les mots ne sont qu'un moyen. C'est vrai. Et je n'ai pas de mot préféré. C'est-à-dire que quand vous êtes devant votre panneau d'outils, vous avez le marteau, vous avez la pince, vous avez la scie sauteuse. Alors, j'en ai pas un de préféré. C'est les mots étant des outils, celui que je préfère est celui qui m'aide à mieux passer le sentiment que je veux partager. Le plus juste à un instant T. Mais ce ne sont... j'ai pas l'amour des formes, j'ai pas c'est important, bien faire les choses, essayer de les faire avec style, c'est important. Mais pour moi, le fond a toujours plus d'importance que la forme. Et toute la forme ne peut trouver sa beauté que quand elle sert le fond en cohérence. Donc non, j'ai pas de mot préféré. Alors, ce qui vous inspire, c'est les gens. Vous vous inspirez au quotidien des rencontres que vous faites, la scène que vous avez vécue aujourd'hui, par exemple, de vous retrouver tout seul sur un plateau avec une petite voix. Je ne sais pas, ce que vous vivez au quotidien peut vous inspirer dans le... Non, ça ne m'inspire pas des faits, ça m'inspire des sentiments, une expérience, une envie. Mais pour le coup, je ne pille pas le quotidien. Il n'y a rien de pire, je trouve que... Alors, pardon, il y a des gens qui le font avec un infini talent. Mais pour moi, si on commence à regarder le journal de 20 heures pour s'inspirer, on a déjà loupé quelque chose. Parce que les gens peuvent le faire eux-mêmes, parce que la vraie vie, on peut l'apprendre à personne. Tout le monde a son expérience de vie. Il faut être extrêmement prétentieux pour prétendre
apporter une expérience de vie aux gens. Moi, c'est juste un décalage de regard. Je suis un prisme. Donc je cultive un peu comme la lumière. Je cherche la lumière pour la faire diffracter derrière et essayer d'avoir cette espèce de recoloration d'une lumière qu'on pense voir en différentes teintes. C'est ça que j'aime. Mais honnêtement, le quotidien m'inspire pas, au contraire. C'est les gens face au quotidien et la magnifique résistance qu'ils ont face à ce qu'on leur impose qui me motive et m'emballe, vraiment. Vous parliez de lumière. Comment est-ce que vous vivez la lumière des projecteurs? On en a un peu parlé tout à l'heure en abordant le terme de simplicité, mais comment vous la vivez, cette lumière? Elle est assez modeste en littérature. Hein. Vous pouvez faire vos courses, vous n'êtes pas dérangé. Vous êtes, en plus, moi j'écris des bouquins qui sont positifs, ils remuent les gens, ils leur parlent, mais j'ai un public qui est bienveillant. Je me souviens quand je faisais mes premières dédicaces au Salon du Livre de Paris, la première fois, je me souviens, 5000 auteurs invités, vous dites, qu'est-ce que je fais là? Je suis personne, je suis rien. Et j'étais avec des amis, des gens que j'admire profondément, qui eux dédicaçaient en polar et en polar. Et moi, j'étais en comédie. Et quand on voyait, à l'époque, aucun des trois n'avait beaucoup de monde. Et quand on voyait arriver quelqu'un, au dernier moment, on ne savait pas sur qui il allait aller. Et on a un public qui nous ressemble un peu. Moi, j'ai des gens gentils, j'ai des gens affectueux. Je me souviens avoir vu mes valeureux camarades attirer de véritables psychopathes qui n'en étaient peut-être pas, mais des gens qui arrivent avec une tête où vous les croisez dans une ruelle la nuit. J'ai pas ça. Moi, je m'entends bien avec mon public. On rigole ensemble, on vit ensemble, on pleure ensemble, on a des projets ensemble. C'est quelque chose que j'aime vraiment au quotidien. En tout cas, si notre public à nous veut rire, je leur conseille J'ai encore menti. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui. Merci à vous. C'est donc publié aux éditions Flammarion et on passe un très bon moment. Merci beaucoup, Gilles Le Gardinier. Merci Ariane, merci beaucoup.